Dans notre dernier numéro des Échos de la finance, où nous parlions des embarras de la circulation automobile et comment faire pour y remédier, il y a un point, à mon sens très important, que j'avais oublié de préciser et je vais donc le faire aujourd'hui. Plusieurs premiers ministres avaient, en leur temps, rappelé qu'il n'existe dans les règlements haïtiens que 3 types de véhicules prioritaires. Ce sont les ambulances, les véhicules de pompiers, les voitures de pompiers et la police. Il n'y a pas d'autres véhicules prioritaires, ni officiels, services de l'État, immatriculation temporaire, organisation internationale et corps consulaire, OI, corps CC, corps diplomatique, vous n'êtes pas prioritaire. Ça signifie que vous devez respecter le code de la route comme n'importe qui. Pas question d'arriver... Sans compter que quand vous commettez ce genre d'abus, quand vous doublez les fils à toute vitesse, en fonçant sur les gens, vous avez toujours des intelligents, et j'utilise encore une fois le mot intelligent dans le sens créole du terme, qui vous emboîtent le pas, alors que ce sont des privés comme vous et moi, et ils prennent au libla. Hein? Ils vous collent derrière, et évidemment, ça passe. Et bon, n'est-ce pas? 3 types de véhicules prioritaires: ambulance, voiture de pompiers et police, et encore, voiture de police quand ils sont en service. Pas quand ces messieurs vont déposer leurs enfants à l'école, par exemple. Là, ils ne sont pas prioritaires. D'accord? Bon. Cela dit, aujourd'hui, toujours un groupe qui est plus ou moins lié à la circulation et à ses problèmes, on y avait fait allusion la dernière fois, c'est le policier. Nous avons voulu nous intéresser aux policiers sous l'angle de sa vie de tous les jours, et nous avons essayé, on en a, enfin quand je dis on, notre ami William Savary en a interrogé beaucoup pour essayer de se faire une idée de ce qu'est une journée dans la vie d'un policier. Bonsoir William, bienvenue. Bonsoir Serge, bonsoir Haïti, bonsoir Métropole, bonsoir tout le monde. Bien, vous me disiez que vous aviez interviewé plus d'une vingtaine en fait, de policiers. Sur une période de 3 mois, je dirais 125 à 130. Wow. Mais pour cette intervention particulière, une vingtaine. Et ce que j'ai pu... En fait, l'idée c'était de me familiariser avec la vie du policier dans une journée, ce que c'est que sa vie, comment il vit, comment, quels sont les défis, quelles sont les inquiétudes, quels sont les soucis d'un policier. Parce que là, il faut pour que les gens puissent partager ce que c'est d'être un policier. Hein? Oui, d'autant plus que quand on regarde les actions des syndicats de policiers, ils réclament toujours les mêmes choses, augmentation de salaire et amélioration des conditions de vie. Bon, maintenant... Ce sont les 2 revendications les plus fréquemment avancées. En fait, ce sont les 2 revendications les plus fréquemment avancées, oui, mais il y a d'autres revendications qui sont beaucoup plus importantes pour un policier. Par exemple, pendant l'époque de l'année scolaire, il y a la majeure partie du corps de police en Haïti est très jeune. Et 70% d'entre eux, selon les chiffres que j'ai pu obtenir et les interviews que j'ai pu mener, 70% d'entre eux ont des enfants en dessous de 18 ans. Ce sont des enfants qui sont en âge d'aller à l'école. Ouais. Et il se trouve que plusieurs fois, un policier n'est pas en mesure d'inscrire ses enfants dans une école publique. Ça, c'est pas normal. Vous voulez dire par là qu'ils devraient avoir la priorité? Non, bon, selon les policiers avec lesquels j'ai eu la chance de converser, ce qu'ils auraient aimé voir, c'est vraiment d'avoir un certain nombre de places réservées pour les enfants de policiers, par exemple, dans les écoles publiques.
Ouais, d'accord. Et les policiers qui choisissent que leurs enfants aillent dans une école privée pourraient peut-être jouir d'une subvention de l'État. Maintenant, quand on dit subvention en général en Haïti, les gens pensent qu'il faut leur donner de l'argent. Non, c'est pas ça. La subvention peut se manifester, en fait, peut-être par exemple un crédit d'impôt qui pourrait être alloué à l'établissement scolaire. Hein? Et si chaque policier saurait, par exemple, au niveau du Sacré-Cœur, au niveau de l'ALU, au niveau de chez Pénet, au niveau de l'école collège classique, il y a 25 à 30% du frais d'écolage qui serait pris en charge par l'État, mais que l'État aurait, par exemple, donné un crédit d'impôt à l'établissement, moyennant bien sûr toute une série de documentation, une série de formulaires qui auraient été peut-être qui devraient être remplis et obtenir peut-être une autorisation, une approbation du ministère de l'économie et des finances. Et avec cette fiche d'approbation, aller à l'école soumettre ça comme crédit d'impôt. Donc oui, mais fondamentalement, ça revient au problème de base du pouvoir d'achat, c'est-à-dire des rémunérations. Bon. Combien touche un policier aujourd'hui qui vient de commencer? Maintenant, un policier qui commence aujourd'hui, il est dans les 22 000 gouttes. Maintenant, et pour bien comprendre la question des salaires, il vaut mieux dire que prenons la moyenne, parce qu'en économie, je préfère me servir de la moyenne, parce que là, c'est comme en statistique, on a les deux points, le point du bell curve, des deux côtés, il y a des extrémités, mais quand on prend la moyenne, c'est là où se trouve la majeure partie des gens. D'accord. Et la moyenne, aujourd'hui, pour le salaire des policiers, c'est à peu près 40 000 gouttes. Okay? Donc, et les 40 000 gouttes par mois, évidemment. C'est ça. Maintenant, 40 000 gouttes par mois, vraiment, c'est... Alors, il faut dire avec, il y a une allocation pour leur nourriture, il y a une allocation pour les uniformes, mais à partir de c'est de ces 40 000 gouttes, par exemple, si les policiers ont besoin de munitions, qu'ils vont l'acheter. Les policiers sont obligés d'acheter leurs munitions? À plusieurs fois des cas, oui. Wow. OK? Donc, c'est pas une blague. Non, mais c'est maintenant, incroyable. Et selon les policiers avec lesquels j'ai eu la chance de converser, ils pensent que peut-être une moyenne de 60 000 gouttes par policier serait raisonnable. Maintenant, vu qu'on parle des salaires, je dois vous dire quelque chose de vraiment de très controversial, de très pas encourageant. En général, j'aime dire des choses qui sont encourageantes, mais cette fois, je ne peux pas retenir. Les policiers de ce pays n'ont pas encore été payés depuis 2 mois. Là, maintenant, au moment où on se parle. Maintenant, 2 mois, sans salaire. Le salaire. Et il faut vous rendre compte que malgré qu'ils n'ont pas été payés, ils sont toujours au poste. Ouais. Hein? Incroyable. Et résoudre ce problème du salaire des policiers, c'est pas rocket science, comme on dit. Oui, ça ne sort. On n'a pas besoin d'être. Oui. On n'a pas besoin d'être un chirurgien pour résoudre. Oui. Parce que, en fait, récemment, j'ai appris au niveau du ministère des handicapés. Ils ont pu récupérer au-delà de 5 millions de dollars, en fait, de salaire zombies. Les chèques zombies. Les chèques zombies. À l'intérieur du seul ministère des handicapés. Oui. 5 millions de dollars US. Oui. Et si vous prenez tous les ministères qui existent et tous les chèques zombies, vous aurez assez d'argent pour satisfaire le payroll des policiers. Et selon le calcul que j'ai pu faire, le nombre de policiers, la moyenne des salaires, on parle de 4 millions de dollars et demi le mois. Ça vous fait le salaire des policiers. Dans l'agrégat, c'est 48 000 et 50 millions de dollars pour l'année. Wow. Donc, on ne parle pas de sommes astronomiques, faramineuses. Oui, donc, pour ne pas pouvoir payer les gars à temps, pour que les gars puissent fournir le service qu'ils fournissent de façon respectable et dans la dignité, je pense que là, c'est un manque qu'il faut adresser tout de suite. Je vais vous dire qu'il y a une chose qui m'a beaucoup frappé. La journée d'un policier commence de façon très spirituelle.
Le policier, avant de quitter sa maison, il prie. S'il a un vaudouisant, il fait la libation et verse de l'eau au-devant de sa porte et fait appel à ses lois. Celui qui est chrétien, lui, il prie à Dieu, il fait ça, il sait, je vous salue Marie, c'est notre Père, je crois en Dieu. Hein? Mais après ça, la première pensée du policier, ce sont ses enfants. Il te dit qu'il fait son travail pour qu'il puisse élever ses enfants dans la dignité. Et à part des enfants, maintenant, il y a le pays. Donc, si vous voulez, il y a cette trinité dans l'esprit de la formation de policiers qui est Dieu, patrie, travail. Et qui est un slogan qui a vécu à travers le temps, et ça devient même des motos de plusieurs nations. Et lorsque le policier vous dit qu'ils sont là pour servir et protéger et servir, merci, mais il y a ce fondement de la croyance, de la pensée, si vous voulez, cette pensée doctrinale du policier. Donc, Donc, vous avez extrapolé ça des centaines de policiers que vous avez interviewés, c'était d'une règle générale. Une règle générale. En fait, l'une des premières questions que je pose, quand vous vous levez le matin, qu'est-ce que vous faites? On prie. On prie. Waouh. Maintenant, on peut comprendre, parce que la situation aujourd'hui telle qu'elle est dans le pays, en fait, beaucoup de gens vous diraient que le pays a besoin de prière et de libation. Ça dépend de quel côté de la balance les personnes se trouvent. Okay? Mais c'est vraiment là leur première occupation. Hein? Donc ça, c'est pas petit. Ouais. C'est comme on dirait, c'est pas rien. C'est impressionnant, oui. Ouais, en effet. Maintenant, il faut dire que... Excusez-moi. Un policier, bien sûr, qui quitte sa maison, qui aurait déjà fait les premières exigences qu'il s'impose, il se rend à sa base. Excusez-moi. À la base, qu'est-ce qui se passe? Il y a d'abord les ports d'uniforme, parce qu'un policier ne quitte jamais chez lui en uniforme. Parce qu'il y a, à cause des menaces qui existent dans le pays. C'est ça. Passé le stade, il arrive à la base, et porte l'uniforme, et il y a les réunions qui se font où les dossiers, où les dossiers sont redistribués pour faire le suivi de ce qui a eu lieu avant. Et maintenant, ils sont organisés selon des patrouilles de 3 minimum, 6 maximum, parce qu'une voiture, la capacité d'une voiture, c'est vraiment 6 personnes. Et organiser la patrouille, il y a celui qui est le chef de patrouille, peut refuser de servir, d'avoir un certain policier dans sa patrouille. Ah bon? Oui. Parce qu'il vous dit que si un tel ou une telle n'est pas fiable, ils ne veulent pas de cette personne dans leur patrouille. Wow. Donc, lorsque vous voyez une patrouille dans la rue, ce sont des gars qui ont développé l'habitude de travailler ensemble, et qui se comprennent et qui se supportent. Il y a quand même, il ne faut pas oublier que dans la police, c'est une fraternité. Supposément, oui. Ouais. Mais ça existe. Dans le pays comme ailleurs. Donc, et les policiers... Oui, c'est ce qu'on appelle l'esprit de corps. Ça existe dans toutes les polices du monde. Oui. C'est ça, maintenant. Et ils sont, à partir de là, ils sont délégués sur des points de service. Déployés, merci. À des points de l'observation, et ils sont stationnés à ces points-là. C'est ça. Donc, pour le lunch, ils rentrent en base manger. S'il y a surchauffement de l'endroit où ils sont, la nourriture leur est livrée là où ils sont. Donc, la journée d'un policier commence très tôt et finit, par exemple, à 6 heures. Ce sont des chiffres de 8 heures de temps, 9 heures de temps. Maintenant, il y a des arrangements spéciaux qui sont disponibles au niveau de la police, où les gars travaillent de 6 heures du soir, 6 heures du matin à 6 heures du soir, et 6 heures du matin, donc pendant 2 jours. Et après ces 2 jours, ils ont 24 heures de répit. Donc, il y a une certaine rotation qui se fait, qui permet aux gens d'avoir une vie normale, parce que la vie du policier, c'est vraiment une vie qui a beaucoup de défis. Ouais. Donc ça, c'est au point de vue organisationnel du département. Est-ce qu'ils vous ont parlé de la difficulté qu'il y a pour eux, pratiquement, de
de partager les mêmes zones d'habitation qu'un certain nombre de gangsters qui sont obligés de... Absolument, c'est le point là où je veux en venir. Voilà. En fait, vous savez, en vertu de... Il y a ce qu'on appelle des backups. Donc là où il y a des dangers, où le niveau de sécurité est augmenté, augmente, donc ils peuvent faire recours à des backups. Mais chez eux, dans les quartiers où ils habitent, si les gangs, les gens armés ont pris le dessus, les policiers qui sont dans ces zones sont ciblés. Donc beaucoup de policiers ont été obligés de quitter leur maison et accompagnés de leur famille. Maintenant, réfléchissez un petit peu à cette situation, parce que vous avez un gars qui a rejoint la police il y a 15 ans, qui, à travers les sols, les usures, etc., a acheté son lopin, construit sa maison, et voilà qu'aujourd'hui, il est obligé d'abandonner cette maison. Ouais. Et ceci est très commun parmi les policiers. Maintenant, il ne faut pas oublier qu'il y a aussi beaucoup de femmes policières. Oui, c'est vrai. Et là, c'est encore le fardeau est encore beaucoup plus lourd parce que en plus du travail, qui est un travail ardu, il y a les enfants à élever, il y a les enfants à... Et ça, le partage des tâches domestiques devient une obligation. D'autant plus que, contrairement à ce qui se passe dans certains autres pays où la tendance est en train d'évoluer, l'homme haïtien, en général, ne fait pas grand-chose en matière de tâches ménagères. Bon, ça a beaucoup évolué. Ça a beaucoup évolué. J'ai pas l'impression. Ce sont des magistrats. Bon, c'est la coutume du pays, c'est la femme. C'est la femme qui nettoie, c'est la femme qui fait la lessive, c'est la femme qui fait la cuisine, c'est elle qui fait la vaisselle. Vous avez déjà vu un homme haïtien faire la vaisselle? Moi, je fais la vaisselle. Ah, ouais. Moi, je faisais tout, moi aussi. En fait, pour moi, c'est différent parce que avoir été élevé aux États-Unis et vécu aux États-Unis toute ma vie... Vous ne faites pas la vaisselle ici en Haïti. Bon, on ne commande pas sur ce repas en Haïti. Maintenant, vous avez tous ces défis auxquels le policier fait face. Ouais. Donc, vraiment, si vous voulez, être un policier, c'est vraiment une sacerdoce. C'est comme un professeur, c'est comme un prêtre. Donc, il faut vraiment avoir un certain amour pour le pays, amour pour la famille, pour vraiment s'engager. C'est bon. En plus du fait qu'il n'y a peut-être pas d'autres opportunités disponibles, le gars se fait policier parce qu'en fait, il n'y a pas d'emploi. Mais on ne choisit pas d'être policier parce qu'il n'y a pas d'emploi, parce que c'est très dangereux. Ouais. Maintenant, il y a une chose importante qu'il faut souligner. Les gars qui sont des policiers, selon le code de fonctionnement de la police, ne sont pas autorisés à avoir des business. Donc, si le gars gagne 30 000 goudes le mois, c'est ce qu'il a. Parce qu'ils ne sont pas autorisés à, par exemple, à avoir une petite boutique ou quoi que ce soit. Oui, mais peut-être que leur... Bon, peut-être qu'ils s'arrangent différemment, mais c'est vraiment... Mais alors que normalement, à l'intérieur du code de la police, ce sont en général des gars qui ont fait leurs études, qui ont reçu une formation assez hiérarchique, et qui a des ordres, et qui, eux autres, sont très ordonnés. Normalement, ce sont des gars qui auraient pu devenir de très bons entrepreneurs, et contribuer à la croissance économique du pays. Parce que pour être un homme d'affaires, pour pouvoir investir, il faut avoir beaucoup de discipline. Et non seulement avoir beaucoup de discipline, mais avoir la dignité et un caractère. Et le gars qui vous parle d'abord de sa famille, qui vous dit c'est Dieu, famille, patrie. Ça, c'est un autre type de gens. Maintenant, il y a une chose que vous avez évoquée au début, les conditions, les avantages sociaux qui ne sont pas mis à leur disposition. Nous avons évoqué l'école, mais il y a quelque chose de très fondamental, c'est la question de santé. Les policiers sont exposés et leur santé, c'est exposé tous les jours. Bien sûr. Et ce qu'ils ont en matière de santé, c'est vraiment la carte de Fatma.
Et la carte de Fatma n'est pas acceptée par les médecins. Il n'y a que l'hôpital de Bernard-Meuse où ils peuvent vraiment aller où trouver des soins. Et l'hôpital de Fatma. Et l'hôpital de Fatma. Donc, ce qui veut dire qu'il y a là des améliorations à faire. Hein? Et il y a en plus, il y a eu l'hôpital militaire qui est à l'académie. Il y a une clinique à l'académie, mais la clinique n'est pas là pour fournir des soins, mais c'est pour homologuer, par exemple, les congés maladie qui sont obtenus des autres hôpitaux ou des autres médecins. Donc, il y a... Oui. Je ne comprends pas. La clinique donne l'approbation finale aux policiers qui demandent des congés pour maladie. Des congés maladie. Ouais, mais cette clinique ne soigne pas. Ne soigne pas. Donc, lorsque vous êtes un policier, vraiment, il y a vraiment de quoi... Le gars qui est dans la rue et qu'on voit tous les jours avec l'uniforme, qui fait un travail, vous pouvez... Je fais un point précis, un uniforme en général impeccable. Impeccable. Leurs chaussures, impeccables. Ouais. Les chemises bien repassées, bien rentrées dans le pantalon. Absolument. Bon, évidemment, il y en a certains qui commencent à être un petit peu ventrus. Ils sont de très bons embonpoint. Bon embonpoint. Non, dans l'ensemble, les policiers ont une tenue vestimentaire impeccable. Absolument. Donc, lorsque vous les voyez, vous devez comprendre ce qu'il y a derrière ce visage et ce que subit l'homme en uniforme. Ouais. Hein? Ouais. Bon, ben écoutez, William, très bien. C'est très bien d'avoir braqué le projecteur sur toutes les contraintes qui frappent les policiers pour un salaire qui, somme toute, n'est pas très élevé et avec des avantages... de grandes possibilités d'amélioration. Grandes possibilités d'amélioration et beaucoup de réflexion. Maintenant, je dois vous dire une chose que j'ai également retrouvée, c'est par exemple, vous savez, je me concentre beaucoup sur la vie réelle dans le pays. Et les interventions que j'ai eu à faire, les discussions, conversations avec les policiers, j'ai retrouvé la même chose chez les chauffeurs de tap-tap. Un chauffeur de tap-tap ne quitte pas sa maison sans prier. Et s'il est un vaudouisant, il arrose, il fait la libation de sa camionnette. Donc, et c'est encore la notion de service, hein, la famille toujours, avec Dieu et la famille. Donc maintenant, Dieu et famille travaillent dans leur cas. Et ce sont des gars, nous l'avons évoqué dans une de nos interventions. Le salaire annuel, c'est dans l'ordre de minimum 1 million de goudes, moins tous les frais. Ce sont des gars parfois qui rentrent chez eux avec $200, $300, 1000 goudes, et dont le salaire, dont leur gain plutôt, ils ne sont pas les seuls à en jouir. Il y a toute une panoplie d'amis et de familles qui attendent qu'ils rentrent. C'est la famille étendue, des extended family, comme on dirait ça en français. Oui, famille étendue, oui. Hein? Donc voilà, donc finalement, lorsque vous voyez les gens dans le pays travailler, et on peut comprendre pourquoi il n'y a pas de croissance dans le pays. Et ce sont ces problèmes qu'il faut adresser. Eh bien, on est là pour tirer la sonnette d'alarme ici et là et faire un peu prendre conscience. Et quand vous avez envie, de temps en temps, comme ça m'arrive, de rouspéter après certains policiers qui, au lieu d'arranger le trafic, le rendent encore plus compliqué, pensez un petit peu à la vie qu'ils mènent et tâchons d'être plus complaisants. Oui, voilà. Merci William. Merci Serge. Merci à vous de nous avoir suivis. À très bientôt.